J'étais assise dans mon bureau à la maison quand la notification a retenti. Le groupe familial. Le message de Julie est apparu, accompagné de 3 émojis de fête. Enfin en train d'acheter la maison de plage de Marie aux enchères après saisie. La banque l'a mise à 400 000 €. Elle vaut au moins 2,8 millions d'euros. On l'a fait estimer la semaine prochaine. On peut la revendre avec bénéfice ou la garder comme maison de vacances familiale. La réponse de papa est arrivée moins de 90 secondes plus tard. Je t'ai viré 200 000 €. Ta mère et moi, on participe. Maman. Il était temps que cet endroit serve enfin à quelque chose. Mon frère Tristan. Je peux entrer dans l'affaire? J'ai 50 000 € à investir. Julie. Famille uniquement. J'ai déjà l'apport nécessaire. La vente est jeudi. Je suis restée figée devant mon téléphone. La maison de plage. Celle que j'avais achetée en 2019. Celle dont je payais le crédit immobilier sans faute depuis 6 ans. Celle qui n'avait jamais été saisie. Je n'ai pas répondu au groupe. J'ai ouvert mon application bancaire à la place. Ligne du prêt immobilier. Solde actuel, 0 €. J'avais effectué le dernier versement 3 semaines plus tôt. 1,2 million d'euros remboursés par anticipation. La maison m'appartenait entièrement, sans la moindre dette. Mon téléphone a vibré. Message privé de Julie. Ne t'inquiète pas pour la maison. Je sais que tu galères. Au moins, elle restera dans la famille. Tu pourras même venir de temps en temps, si tu demandes gentiment. Tu galères. Encore ce mot. Le mot qu'ils utilisaient depuis 6 ans pour résumer ma vie. Le mot qui leur permettait de dormir tranquille tout en balayant d'un revers de main tout ce que j'avais construit. Pendant 6 ans, ma famille a raconté ma vie comme s'il s'agissait d'un drame. La maison de plage? Une erreur impulsive. Le crédit immobilier? Un boulet financier. Ma carrière de consultante en préservation marine? Une crise de la quarantaine. Ce qu'ils ignoraient, c'est que mon activité de conseil me rapportait 240 000 € par an. La maison de plage était mon bureau, ma station de recherche et mon foyer. Le prêt était largement supportable. Le remboursement anticipé était un choix stratégique. Je me suis assise à mon bureau et j'ai créé un document. Pas pour eux. Pour moi. Je l'ai intitulé « Le registre fantôme ». Année de silence. Prix régional de préservation obtenu en 2021. Ma famille n'en a pas parlé. Coût, validation irrécupérable. Article dans National Geographic en 2022. Maman a juste dit « C'est bien ». Puis elle a changé de sujet pour parler de la nouvelle voiture de Julie en moins de 40 secondes. Coût, fierté pour mon travail, jamais reconnu. Crédit immobilier de 1,2 million d'euros remboursé par anticipation en 2024. Je ne leur ai rien dit parce que chaque réussite financière était systématiquement présentée soit comme de la chance, soit comme de l'inconscience. Coût, joie de partager définitivement perdu. Article de recherche publié sur la préservation des écosystèmes côtiers en 2023. 12 mois de travail. Papa m'a demandé si ça rapportait quelque chose. Quand j'ai répondu non, il a dit « Alors ça ne sert à rien ». Coût, réussite intellectuelle méprisée. Vol de temps. À chaque repas de famille, toujours les mêmes questions. Alors, c'est pour quand un vrai travail? Pendant que le poste de Julie au guichet d'une banque était qualifié de carrière stable. Coût, 4 heures par mois x 72 mois égale 288 heures de dignité perdue. 3 repas de Thanksgiving passés à expliquer mon métier pour entendre ensuite. Ça a l'air compliqué. Avant qu'on ne change de sujet. Coût, respect professionnel jamais accordé. À Noël 2022, j'ai montré des photos de mon bateau de recherche. Julie a montré des photos de sa Toyota Camry, devenue ici une Peugeot 508. Le sien a eu droit à 40 minutes de conversation. Le mien a un simple. C'est peu pratique. Coût, égalité de traitement. Érosion de la confiance. Julie a acheté une voiture à 40 000 €. Toute la famille a célébré son achat. Papa l'a qualifiée de brillante sur le plan financier. Moi, j'ai acheté un bateau de recherche à 85 000 €. On m'a accusé de gaspillage et de frime. Coût, estime de soi. Ma sœur a obtenu une promotion de guichetière principale. Dîner de famille, gâteau, champagne. Moi, j'ai décroché un contrat de conseil de 720 000 € sur 3 ans. Je leur en ai parlé pendant le dîner. Maman a seulement répondu. Fais attention avec ce genre de contrat. Aucune célébration. Coût, fierté familiale face à ma réussite. Comptabilité émotionnelle.
Des années de coups de fil envoyés sur messagerie quand c'était moi qui appelais, mais une réponse immédiate dès que Julie appelait. Coup, priorité jamais accordée. Mon anniversaire oublié 3 fois en 6 ans. Celui de Julie, jamais une seule fois. Coup, réciprocité inexistante. Le tableau a fini par compter 52 lignes. Chaque célébration qu'ils m'avaient refusée. Chaque réussite qu'ils avaient minimisée. Chaque succès qu'ils avaient réécrit en échec. Je me suis alors repensé à un concept appris en thérapie. Le piège des coups déjà investis. J'avais continué à investir dans mes relations familiales, persuadé qu'un jour, le gros lot finirait par tomber, leur acceptation. Mais une machine à sous ne paie pas parce qu'on la nourrit assez longtemps. Elle paie au hasard. Ou jamais. C'était là, mon véritable point de départ. Pas quand j'avais acheté la maison de plage. Pas quand j'avais changé de carrière. À cet instant précis. Debout dans ma cuisine, l'air salé entrant par les fenêtres, face à une conversation de famille où ils célébraient le vol de ma maison. Quelque chose s'est figé en moi. La famille, ce n'est pas ceux qui partagent ton sang. C'est ceux qui sont là quand le sang ne suffit plus. Eux n'avaient jamais été là. Jeudi matin, 9h47. Julie a écrit dans le groupe familial. À la vente en ce moment. La maison de plage est à moi dans 20 minutes. Je sens déjà le goût des cocktails sur la terrasse. J'étais en réunion avec un client, en train de parler d'un projet de restauration côtière à 180 000 €, quand mon téléphone s'est mis à sonner. Numéro inconnu. J'ai laissé filer vers la messagerie. Deuxième appel. Même numéro. Troisième appel. Je me suis excusée et j'ai répondu. Mademoiselle Marie Chin à l'appareil. Ici Robert Caldwell, directeur général adjoint de la Banque Littorale Fédérale. Veuillez excuser l'urgence de cet appel, mais nous avons un problème. Une femme nommée Julie Chin a contacté notre service des saisies en affirmant vous représenter pour l'achat d'un bien situé au 847, avenue de la Vue Océane. Votre bien. Mon bien. Ces mots avaient quelque chose de solide. Ce bien n'est pas en saisie, ai-je répondu calmement. Exactement. Vous avez remboursé l'intégralité du crédit il y a 3 semaines. Règlement anticipé de 1,2 million d'euros. L'une de nos transactions les plus simples cette année. Mais mademoiselle Julie Chin est actuellement au tribunal du comté avec un chèque de banque de 400 000 €, affirmant qu'elle achète ce bien aux enchères. Elle a fourni des documents indiquant qu'elle est votre sœur. C'est bien ma sœur. Mais elle ne me représente pas. Elle n'a pas mon autorisation et je n'ai approuvé aucune vente. Un silence s'est installé au bout du fil. Puis la voix de l'homme est revenue. Mademoiselle Chin, je dois vous poser la question directement. Votre sœur tente-t-elle d'acheter frauduleusement votre propriété? La question est restée suspendue dans l'air. C'était l'instant précis. La ligne nette et irréversible entre la loyauté familiale et la réalité juridique. Oui, ai-je répondu. C'est exactement ce qu'elle tente de faire. Je vais ajouter notre service juridique à l'appel. Restez en ligne s'il vous plaît. Étape 1, vérification des documents, 47 minutes. L'enquête s'est mise en marche avec la précision méthodique d'une machine administrative. La banque a examiné chaque dossier. Acte d'origine du prêt immobilier, 2019. Signé par moi. Historique des paiements. 72 mensualités consécutives. Jamais un retard. Jamais un paiement manqué. Autorisation de remboursement anticipé. Ma signature, mon compte, mon code de validation. Titre de propriété actuel. Marie Chin. Unique propriétaire. Aucune hypothèque. Aucune charge. La revendication de Julie? Aucune preuve. Seulement un faux avis de saisie qu'elle avait créé à partir d'un modèle téléchargé sur un site de formulaire juridique. Étape 2, alerte fraude, 12 minutes. La Banque Littorale Fédérale a immédiatement contacté le tribunal du comté. La vente aux enchères a été suspendue. Le chèque de banque de 400 000 € de Julie a été gelé. Toutes les parties ont été informées. Aucune vente. Aucun transfert. Enquête en cours. Étape 3, notification familiale, 22 minutes. Robert Caldwell a appelé Julie directement. Je lui ai demandé de mettre l'appel en haut-parleur. Mademoiselle Julie Chin, ici Robert Caldwell, de la Banque Littorale Fédérale. Le bien situé au 847, avenue de la Vue Océane n'est pas en procédure de saisie. Il appartient intégralement à Madame Marie Chin. Votre tentative d'achat constitue une tentative de fraude. La loi nous oblige à signaler cette situation aux autorités locales.
Sa voix est arrivée tremblante. Mais l'annonce? J'ai vu l'annonce de saisie en ligne. Il n'existe aucune annonce de saisie. Ce bien n'est pas à vendre. Avez-vous créé de faux documents? Silence. Puis, je dois appeler mon avocat. Ce serait en effet préférable. Sachez également que le chèque de 400 000 € est actuellement gelé pendant l'enquête. Les 200 000 € envoyés par votre père sont inclus dans ce gel. L'appel s'est terminé. Explosion du groupe familial. 30 secondes plus tard, le groupe familial s'est embrasé. Julie. Marie, tu as dit à la banque que j'essayais de voler ta maison. Papa. Mais qu'est-ce qui se passe? La banque a gelé mes 200 000 €. Tristan. Attendez. La maison n'est pas en saisie? Maman. Marie, appelle Julie immédiatement et règle ça. Julie. La maison était abandonnée. Tu n'y vas jamais. J'ai pris une capture d'écran. Je l'ai enregistrée dans un dossier nommé preuve. Puis j'ai écrit une seule réponse. J'y habite. C'est mon bureau. J'ai remboursé le crédit immobilier de 1,2 million d'euros il y a 3 semaines. La maison m'appartient entièrement. Julie a tenté d'acheter frauduleusement ma propriété. La banque enquête. Je n'ai autorisé aucune de ces démarches. Puis j'ai quitté le groupe familial. Mon téléphone a sonné immédiatement. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé sonner. 6 appels d'affilée. J'ai fini par éteindre mon téléphone. Étape 4, enquête criminelle, 2 semaines. La division antifraude du comté a ouvert un dossier. La détective Sarah Martinez a examiné les preuves. Le faux avis de saisie créé par Julie. Le chèque de banque. Le virement de papa. Les messages du groupe familial. Elle m'a appelé. L'affaire est assez claire. Votre sœur a créé de faux documents pour acheter un bien dont elle savait qu'il ne lui appartenait pas. L'implication de votre père complique la situation. Il a fourni un soutien financier direct pour cette fraude. Techniquement, il est complice. Y aura-t-il des poursuites? Ai-je demandé. Le procureur examine le dossier. Au minimum, votre sœur fera face à des accusations de tentative de fraude immobilière et de falsification de documents. Votre père pourrait être poursuivi comme complice si nous prouvons qu'il savait que la propriété n'était pas réellement en saisie. Elle a marqué une pause. Le groupe familial montre qu'il a envoyé l'argent 90 secondes après l'annonce. Aucune vérification. Aucune diligence. Juste un soutien financier immédiat. Cela renforce notre dossier. Étape 5, collecte de preuves, 3 semaines. L'équipe d'expertise numérique de la banque a obtenu un mandat. Ils ont récupéré l'historique de navigation de Julie. Les recherches racontaient toute l'histoire. Comment acheter un bien saisi aux enchères? Les membres de la famille peuvent-ils acheter une maison saisie? Télécharger modèle avis de saisie. Que faire si le propriétaire conteste la vente aux enchères? Sanctions pour achat immobilier frauduleux. Californie. La dernière recherche, 2 jours avant la tentative d'achat. Peut-on aller en prison pour de faux documents de saisie? Oui. Elle s'était renseignée. Et elle avait continué quand même. Étape 6, gel des fonds, 4 semaines. Les 400 000 € gelés sont devenus un nœud juridique. 200 000 € venaient de l'épargne de Julie et d'un prêt hypothécaire sur sa maison. 200 000 € venaient du compte retraite de mes parents. Les 50 000 € que Tristan voulait investir n'avaient jamais été transférés. Julie a engagé un avocat. Sa défense était simple. Elle croyait sincèrement que la maison était abandonnée et en saisie. Elle disait avoir vu une annonce en ligne. Elle affirmait avoir voulu aider la famille. La réponse du procureur a été chirurgicale. Présenter l'annonce. Elle ne l'a jamais fait. Parce qu'elle n'a jamais existé. Étape 7, inculpations officielles, 5 semaines. Les accusations ont été déposées. Julie Chin. Tentative de fraude immobilière. Falsification de documents. Dépôt de faux documents administratifs. Mon père. Complicité de fraude. Le groupe familial, celui que j'avais quitté, a explosé. Je le sais parce que Tristan m'a appelé en pleurant. D'après lui. Maman. C'est ridicule. Julie a fait une erreur. Julie. Marie détruit notre famille pour une maison. Papa. Je risque des poursuites pénales parce que ma fille est rancunière. Tristan m'a appelé un soir. Sa voix était hésitante. Peut-être qu'on aurait dû vérifier si la maison était vraiment en saisie. Il m'a envoyé des captures d'écran du groupe familial.
Ils disent que tu es la méchante de l'histoire, a-t-il murmuré. Puis il a ajouté. Mais Marie, tu as acheté une maison qui vaut 2,8 millions d'euros et tu as remboursé 1,2 million par anticipation. Tu as réussi tout ce temps. Et nous, on t'a traité comme si tu étais en train d'échouer. Oui, ai-je répondu simplement. Un silence. Puis sa voix s'est brisée. Je suis désolée. Vraiment désolée. Je me suis montrée prudente. Je crois que tu veux faire mieux. Mais il reste à voir si tu le feras réellement. Étape 8, négociation de plaidoyer, 8 semaines. L'avocat de Julie a négocié un accord. Plaidoyer de culpabilité pour tentative de fraude. La peine. 5 ans de mise à l'épreuve. 50 000 euros d'amende. Remboursement des frais juridiques. Casier judiciaire permanent. Aucune peine de prison. Les accusations contre mon père ont été abandonnées en échange de sa coopération et de son témoignage. Dans les documents judiciaires, il a dû reconnaître qu'il avait envoyé 200 000 euros sans vérifier la situation réelle de la propriété. Son argent lui a été rendu. Moins les frais juridiques. Il a perdu 47 000 euros. Étape 9, conséquences professionnelles, 12 semaines. Julie travaillait comme guichetière dans une banque. Temps passé. Son employeur l'a licenciée le jour même où les accusations ont été déposées. Dans le secteur bancaire, une condamnation pour fraude signifie une chose simple. Carrière terminée. Elle suivait aussi des cours en ligne pour devenir agent immobilier. Sa condamnation a rendu cela impossible. Aucun organisme de régulation ne délivre de licence immobilière à une personne condamnée pour fraude immobilière. Étape 10, répercussions sociales en cours. Le dossier judiciaire est devenu public. La presse locale s'en est emparée. Titre. Une femme tente d'acheter frauduleusement la maison de plage de sa sœur, estimée à 2,8 millions d'euros. Avant que la fraude ne soit révélée, mon père s'était vanté de cette opportunité d'investissement familial. Il avait raconté à ses partenaires de golf qu'ils allaient acheter une propriété saisie pour 400 000 euros alors qu'elle en valait 2,8 millions. Maintenant, tout le monde savait. Il avait essayé de profiter de la supposée faillite de sa propre fille. Les invitations ont cessé. Ses partenaires de golf ont trouvé d'autres quatuors. Ma mère m'a envoyé un seul message. Tu aurais pu régler ça en privé. J'ai bloqué son numéro. Le registre fantôme m'a appris quelque chose sur la vengeance. La vengeance n'est pas la colère. C'est la patience transformée en stratégie. C'est laisser les gens se révéler complètement. Avant de révéler ce que l'on sait. Julie n'a pas seulement essayé d'acheter ma maison. Elle a essayé de profiter de ce qu'elle pensait être mon échec. Elle l'a célébré. Elle a invité toute la famille à célébrer avec elle. Elle a transformé ma supposée saisie immobilière en opportunité d'investissement familial. Et mon père a envoyé 200 000 euros en 90 secondes. Pas pour m'aider. Pour aider Julie à profiter de ma chute supposée. La rapidité de ce virement m'a tout révélé. Aucun appel pour prendre de mes nouvelles. Aucune question pour savoir si j'avais besoin d'aide. Juste une participation financière immédiate à ce qu'ils pensaient être ma ruine. C'est ce que documentait le registre fantôme. Pas seulement les réussites qu'ils ignoraient. Mais le schéma derrière tout ça. Ils avaient besoin que j'échoue. Ainsi, leurs vies ordinaires pouvaient sembler être des réussites par comparaison. Quand j'ai remboursé 1,2 million d'euros par anticipation, il n'y a eu aucune célébration. Parce que cela détruisait leur récit. J'étais censé me noyer dans les dettes. Pas prospérer. J'étais censé avoir besoin d'être sauvée. Pas être complètement indépendante financièrement. La tentative de fraude de Julie n'était que la version la plus bruyante de ce qu'il faisait en silence depuis 6 ans. Essayer de prendre ce qui m'appartenait. Et prétendre que cela faisait d'eux des gens généreux. 2 ans plus tard. La maison de plage est toujours chez moi. La terrasse où Julie imaginait boire des cocktails est l'endroit où je bois mon café au lever du soleil. En analysant des données satellites pour des projets de conservation marine. J'ai reçu une lettre de la Fondation nationale pour la conservation marine. Ils ont créé une bourse de recherche à mon nom. 100 000 euros par an pour de jeunes chercheurs. Le communiqué de presse mentionne ma maison de plage comme un modèle d'espace combinant vie et recherche scientifique. Je ne l'ai pas dit à ma famille. Je ne leur dis plus rien. Un jour, mon père m'a envoyé un email. Tu n'étais pas obligé de porter plainte. Nous sommes une famille. Je n'ai pas répondu. Mais j'y ai pensé. À toutes les façons dont la famille est censée signifier un soutien inconditionnel. Et comment, chez eux, ce principe ne s'appliquait que lorsqu'ils avaient besoin de clémence.
Jamais lorsqu'on leur demandait d'en donner. Robert Caldwell, de la Banque Littorale Fédérale, m'envoie parfois un message. Un jour, il a écrit. Cette propriété était un bon investissement. À plus d'un titre. Tristan m'appelle parfois. Nous parlons avec prudence. Il suit une thérapie. Il commence à remettre beaucoup de choses en question. Un jour, il m'a demandé. Comment tu as su qu'il fallait tout conserver, tout documenter? Je lui ai répondu. Je ne le savais pas. J'ai simplement arrêté de croire leur version de ma vie. Le registre fantôme est toujours dans un dossier sur mon ordinateur. 52 lignes de choses volées sans laisser de traces physiques. Mais je ne l'ouvre plus. Je n'ai plus besoin de compter ce qu'on m'a pris. Je suis trop occupé à documenter ce que j'ai construit. Le compte est fermé. Le solde est zéro. Et pour la première fois de ma vie, je suis vraiment libre.
is officially complete mush. Is your brain complete mush? Complete mush. Yeah, you're not alone. I'm so sleepy. So sleepy. Do you now see the power